J'ai entendu ma femme dire à ses amis que j'étais trop stupide pour remarquer sa liaison. Alors, j'ai passé des semaines à rassembler des preuves, puis je lui ai remis les papiers du divorce lors de son dîner d'anniversaire, devant ses amis. Elle pensait que je ne verrais rien. Que je ne savais pas ce qui se passait, que j'étais aveugle à la vérité. Mais quelque chose en moi me disait de ne pas ignorer les signes. Et quand tout s'est éclairci, j'ai compris comment elle me voyait réellement. Que ai-je fait de cette information? Je me suis assuré qu'elle paierait d'une manière que personne n'aurait imaginée. Je m'appelle Eric, j'ai 42 ans. Mon travail exige une grande attention aux détails, ce qui est assez ironique, vu ce qui va suivre. Ma femme, Daisy, a 39 ans. Nous sommes mariés depuis 15 ans, et nous étions ensemble depuis 2 ans avant ça. Nous n'avons pas d'enfants. Notre vie, ou du moins ce que je pensais être notre vie, semblait stable. Nous avons une belle maison, des emplois corrects, et je croyais que notre mariage reposait sur le respect mutuel. D'autres personnes importantes dans cette histoire sont les amis de Daisy, qui m'ont toujours semblé beaucoup trop bavardes. Et bien sûr, l'homme avec qui elle me trompait. Je viens d'apprendre qui c'était et lui aussi est marié. Sa femme n'a aucune idée de ce qui se passe. Le problème n'a pas commencé avec un grand scandale. C'était plus subtil, comme une petite fuite qui empire lentement, et je n'ai pas réalisé ce que c'était au début. Ces 3 ou 4 dernières années, Daisy est devenue plus distante. Elle disait que son travail demandait plus de temps, qu'elle devait faire des heures supplémentaires le soir et assister à des réunions le week-end. C'était son excuse. Elle sortait aussi plus souvent avec ses amis. Elle rentrait tard, sentant l'alcool et un parfum que je ne connaissais pas. Notre intimité diminuait, surtout dans la chambre. Je pensais que c'était du stress lié au travail, ou juste une phase normale dans un mariage de longue durée. J'ai même proposé une thérapie de couple, mais elle a refusé. Elle disait que j'étais trop sensible et qu'il n'y avait aucun problème. Avant tout ça, notre vie était ordinaire mais agréable. On passait nos week-ends à jardiner ou à faire de longues balades en voiture. On cuisinait ensemble, on discutait de notre journée. Daisy était affectueuse, impliquée dans notre quotidien. Elle riait facilement, et même les corvées devenaient plaisantes quand elle était là. Mais cette version d'elle a disparu peu à peu. Les dîners à 2 sont devenus rares. Elle mangeait plus tard, prétextant le travail ou des sorties entre filles. Puis, il y a eu de petits signes, des indices que je n'ai pas compris sur le moment. Par exemple, son téléphone traînait autrefois dans la maison. Mais maintenant, il ne la quittait plus. Elle gardait toujours l'écran tourné vers l'intérieur et, si j'entrais dans la pièce, elle le retournait face contre table. Elle a aussi changé les mots de passe de son téléphone et de son ordinateur portable. Je ne connaissais pas les nouveaux. Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a dit que c'était pour des raisons de sécurité, que son entreprise avait mis en place de nouvelles règles de protection des données sur les appareils personnels. Ça paraissait crédible, vu son travail. On se disputait de plus en plus. Et toujours pour des broutilles, comme la façon dont je rangeais la vaisselle, ou parce qu'elle n'aimait pas le film que j'avais choisi, même pour mes vêtements. On aurait dit que tout ce que je faisais l'agaçait. Elle répétait souvent que je n'étais plus aussi drôle qu'avant, ou que je ne comprenais pas la pression qu'elle subissait au travail. Quand j'essayais d'avoir une vraie conversation sur notre relation, elle soupirait profondément et changeait de sujet. Le week-end, chacun faisait ses propres trucs. Elle disait toujours qu'elle avait des plans avec ses amis, elle ne m'invitait jamais, et les projets paraissaient toujours un peu flous. Elle disait que c'était du temps entre filles, et que je ne m'amuserais pas. Je me souviens d'un samedi où j'ai proposé d'aller à un festival local qu'on aimait bien. Elle a sorti une excuse, disant qu'elle avait déjà prévu quelque chose avec une amie. Mais cette sortie n'a jamais eu lieu. Quand je lui ai demandé après, elle a juste répondu « Ah, c'est tombé à l'eau ». Mais il y a eu un week-end en particulier, il y a environ 1 an, qui m'a marqué. Elle m'a dit qu'elle partait en retraite professionnelle, et elle a même laissé un planning imprimé sur le frigo. Ce soir-là, j'ai décidé d'appeler l'hôtel indiqué sur le papier, juste pour lui souhaiter bonne nuit, puisque son téléphone était éteint. La personne à l'accueil m'a dit qu'il n'y avait personne enregistré sous son nom. Elle m'a aussi confirmé qu'aucun séminaire ou événement d'entreprise n'était prévu ce week-end-là. Mon estomac s'est retourné. Quand elle est rentrée, je lui ai demandé comment s'était passée la retraite. Elle m'a tout raconté en détail, les conférenciers, les ateliers, tout. Une fois qu'elle a fini, je lui ai calmement dit que j'avais appelé l'hôtel, et qu'on m'avait dit qu'elle n'était pas là,
et qu'aucun événement n'était prévu. Elle a pété les plombs. Elle s'est mise à hurler, disant que je ne lui faisais pas confiance, que j'essayais de la contrôler. Puis elle a sorti l'excuse qu'ils avaient changé d'hôtel à la dernière minute parce que le premier avait eu un gros problème de plomberie. Elle a dit qu'elle avait oublié de me prévenir dans la confusion. Et, presque immédiatement, elle m'a montré un email sur son téléphone confirmant une réservation dans un autre hôtel. C'était trop beau pour être vrai, comme si elle avait préparé cet email à l'avance, juste au cas où. Je n'ai pas insisté. Je ne voulais pas croire qu'elle serait capable d'inventer un mensonge aussi énorme. Mais son comportement a aussi commencé à changer du côté des finances. Elle a commencé à dépenser davantage. Elle s'achetait souvent de nouveaux vêtements, allait dans des salons de beauté très chers. Elle disait que c'était pour acheter des cadeaux pour des clients ou pour ses amis. Mais le compte commun montrait des retraits et des dépenses dont on n'avait jamais parlé. Quand j'ai voulu discuter de faire des économies ou établir un budget, elle s'est énervée. Elle m'a accusé de vouloir contrôler son argent. Elle m'a dit qu'elle gagnait son propre salaire et qu'elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. Et c'était vrai, elle avait effectivement son propre revenu. Mais nous avions toujours eu l'habitude de discuter ensemble de toute dépense importante. Le moment qui a tout changé, qui a détruit mon monde, est arrivé il y a environ 3 semaines. C'était un mardi soir. Daisy était dans le bureau, en appel vidéo avec ses amis. Normalement, elle utilisait des écouteurs, mais je crois que cette fois-ci, ils ne se sont pas bien connectés. Le son sortait de l'enceinte Bluetooth posée dans la cuisine. J'étais justement dans la cuisine, qui est près du bureau. Je préparais un sandwich tard dans la nuit. La porte du bureau était entr'ouverte. J'ai entendu des éclats de rire. Puis j'ai entendu la voix de Daisy, racontant une histoire qui a fait rire toutes les autres encore plus fort. Il est tellement à côté de la plaque, a-t-elle dit, avec un mélange étrange d'humour et de mépris dans la voix. 15 ans, et il n'a jamais rien soupçonné. Parfois, je me dis qu'il est trop bête pour remarquer quoi que ce soit. Ses amis ont ri encore plus fort. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sang de mon corps s'était transformé en glace. Je suis resté figé. J'avais le pain du sandwich à la main, incapable de bouger. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué. 3 est merveilleux, tu sais. Tellement attentionné. C'est le jour et la nuit comparé à Eric. Eric continue sa petite vie tout content dans son monde à lui, sans rien remarquer. L'une des amies a demandé depuis combien de temps elle était avec ce fameux 3. Ah, avec 3, ça fait bien 4 ans maintenant, de manière assez régulière. Avant lui, il y a eu d'autres petites histoires, tu vois. Mais 3, c'est différent. Elle a alors commencé à décrire, en détail, quelque chose d'intime qu'elle avait fait récemment avec 3. Les amis riaient et en demandaient plus. Elle a même plaisanté en disant qu'elle avait failli se faire prendre plusieurs fois, mais que mon manque de perception rendait tout tellement facile pour elle. Elle a aussi mentionné que 3 était marié. Elle a dit que ça rendait les choses plus sûres, car il avait moins de chances de vouloir quelque chose de sérieux ou d'exiger trop d'elle. Je n'ai pas pu en entendre davantage. J'ai éteint l'enceinte et je suis sorti de la cuisine en silence. Ma tête tournait. Pendant des années, ce n'était pas juste une aventure. Il y en avait eu d'autres. La femme avec qui j'avais partagé presque 2 décennies, celle que je croyais connaître et aimer, était une parfaite étrangère. Et clairement, elle me prenait pour un imbécile. La manière dont elle disait tout cela, avec autant de naturel et de cruauté, les rires, l'arrogance, quelque chose en moi s'est brisé. Mais je n'ai pas ressenti de tristesse à ce moment-là. Je ne lui ai rien dit cette nuit-là. Je suis allé dans notre chambre et je me suis couché, faisant semblant de n'avoir rien entendu. C'était extrêmement difficile de garder une expression neutre. Elle est entrée dans la chambre bien plus tard, en fredonnant. Elle m'a demandé si tout allait bien, parce que j'étais très silencieux. J'ai simplement répondu que j'étais fatigué à cause du travail. Le lendemain matin, je me suis levé, préparé, et je suis allé au bureau, comme si c'était un jour comme les autres. Mais ma tête n'était pas au travail. Les mots, trop bêtes pour remarquer, tournaient en boucle dans mon esprit. Je les répétais mentalement, sans arrêt. Mon cerveau, d'habitude si logique, était obsédé par une seule chose, elle pensait que j'étais stupide. C'est là que j'ai décidé, j'allais lui prouver à quel point j'étais capable de remarquer les choses, et à quel point je pouvais planifier avec précision. Ma première pensée a été, j'ai besoin de preuves.
De vraies preuves, solides. Non seulement pour ma paix intérieure, mais aussi pour le divorce que je savais, à ce moment-là, inévitable. Et peut-être que ces preuves seraient utiles pour d'autres raisons également. J'ai commencé par analyser nos finances. J'avais accès à tous nos comptes joints en ligne. Je recevais aussi les relevés de sa carte de crédit, car, des années auparavant, j'avais configuré l'envoi automatique vers notre adresse mail partagée. Elle n'a jamais pris la peine de changer cela ou même de vérifier. Alors j'ai commencé à fouiller soigneusement dans des années de relevés bancaires et de factures de cartes de crédit. Je cherchais tout ce qui paraissait louche. Les week-ends dans des spas luxueux, qu'elle disait être pour se détendre seule. Les dîners gastronomiques dans des restaurants que je ne connaissais même pas. Les réservations d'hôtels dans des villes où elle n'avait aucun événement professionnel. Les cadeaux coûteux qu'elle achetait. Très vite, des schémas ont commencé à apparaître. Les dates de ces voyages d'affaires coïncidaient souvent avec des paiements importants à des hôtels de charme et haut de gamme. Je me suis souvenu que j'avais un vieux dictaphone à activation vocale. Je l'avais acheté à l'époque de la fac pour enregistrer des cours. J'ai fouillé dans de vieilles boîtes et je l'ai retrouvé. J'ai acheté des piles neuves et, très prudemment, j'ai caché le dictaphone sous le siège passager de sa voiture. Je savais que le fait d'enregistrer quelqu'un à son insu pouvait poser des problèmes juridiques. Mais à ce stade, je m'en fichais complètement. J'ai aussi installé un logiciel spécial sur notre ordinateur à la maison, celui qu'elle utilisait parfois. Le programme servait à récupérer des fichiers supprimés, je cherchais n'importe quoi, emails, messages, photos effacées. Tout ce que je pouvais trouver. C'était comme si j'étais devenu un détective de ma propre vie. Je passais des heures chaque nuit, après qu'elle se soit endormie, ou très tôt le matin, avant qu'elle ne se réveille, à rassembler les pièces du puzzle. Ce qui était étrange, c'était le calme que je ressentais. Comme si mes émotions s'étaient éteintes et que mon cerveau était passé en mode automatique. Les premières preuves ne tardèrent pas à apparaître. Le dictaphone dans la voiture a enregistré des appels pendant qu'elle conduisait. Des conversations avec trois, où ils planifiaient des rendez-vous et parlaient de ce qu'ils avaient fait. Mais aussi des appels avec ses amis, où elle continuait de se moquer de moi. Elle se vantait de mener une double vie sans se faire prendre. Les fichiers récupérés sur l'ordinateur ont également révélé beaucoup. J'ai trouvé des emails supprimés entre elle et trois. Et j'ai trouvé des photos d'eux deux ensemble. Certaines les montraient simplement souriants, d'autres étaient plus intimes. Il y avait aussi des images de voyages qu'elle prétendait faire seule, pour se retrouver, ou qui étaient censés être de importants déplacements professionnels. Il était clair qu'elle menait une vie secrète et maintenant, tout était là, devant moi, en fichier numérique et en enregistrement. Cela fait 3 semaines depuis ce mardi soir terrible. Depuis, je vis dans le mensonge. Je suis resté poli avec Daisy, j'ai fait la conversation comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur, je ressens une rage froide et parfaitement maîtrisée. Pendant ces 3 semaines, j'ai construit mon dossier contre elle calmement, en silence, pièce par pièce. J'ai passé de nombreuses nuits tardives à analyser chaque détail, à faire des copies, à tout organiser. J'ai découvert qui est Troy. Je connais son nom complet, où il habite, où il travaille et, surtout, j'ai confirmé qu'il est aussi marié. Daisy a été étonnamment négligente avec sa vie numérique, il a suffi que je commence à chercher sérieusement. Elle avait enregistré son numéro dans son téléphone sous le nom d'une femme. Mais le schéma des appels et des messages était suspect. J'ai recoupé les dates et heures avec les conversations enregistrées. J'ai aussi mené des recherches sur les réseaux sociaux en m'appuyant sur de petits détails qu'elle avait laissés échapper. Tout cela m'a conduit directement à lui. La page Facebook de sa femme montre de nombreuses photos de famille, souriantes, semblant heureuses. Mais ce bonheur est sur le point de s'effondrer. Mon plan pour gérer tout ça n'est pas simple. Il comporte plusieurs étapes et il est entièrement conçu pour provoquer le plus grand impact possible sur Daisy. Son anniversaire est dans 10 jours. Mon objectif est d'en faire un anniversaire qu'elle n'oubliera jamais. J'ai parlé avec un avocat. Un avocat réputé pour être ferme et très compétent dans les affaires de divorce. Nous avons déjà préparé tout ce qui est nécessaire. Toutes les preuves que j'ai rassemblées sont compilées, organisées dans un classeur prêt à être utilisé. L'avocat a été impressionné par le niveau de détail. Il m'a dit que notre dossier était très solide. Voici le plan, étape par étape. 2 jours avant son anniversaire, je me rendrai dans les banques et institutions financières. Je vais geler tous les comptes joints.
Je vais également bloquer toutes les cartes de crédit liées à mon nom ou à mon historique de crédit. Notre maison est majoritairement à mon nom, elle m'a été léguée par mes parents. Son nom a été ajouté au document après le mariage, mais mon avocat est confiant, nous allons réussir à protéger ce bien. Je vais prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour cela. La veille de son anniversaire, j'enverrai un colis à l'épouse de Troy. Ce sera un envoi anonyme, pour qu'elle ne sache pas que ça vient de moi. Ce colis contiendra des preuves claires et irréfutables que son mari a une liaison avec Daisy depuis des années. Il comprendra des copies de photos, des confirmations d'hôtel à leurs deux noms, et des transcriptions de conversations où ils parlent ouvertement de leur relation. Tout ce dont elle a besoin pour connaître la vérité. Le jour de l'anniversaire de Daisy, elle se réveillera et découvrira que sa situation financière est un chaos total. Elle ne pourra plus accéder à aucun de nos comptes conjoints. Plus tard dans la journée, elle recevra officiellement les papiers du divorce. Le motif invoqué sera l'adultère et un volume massif de preuves accompagnera les documents. Je vais m'arranger pour que les papiers lui soient remis pendant toute fête ou célébration qu'elle aurait pu planifier avec ses amis. Je ne publie pas ceci pour demander si je devrais ou non le faire. Ma décision est déjà prise. Je vais le faire. Je publie ceci parce que garder tout ça secret ces dernières semaines, en prétendant que tout allait bien à ses côtés, a été incroyablement difficile. La pression a été énorme. J'avais juste besoin d'un endroit pour vider mon sac. Un espace où je pouvais dire clairement ce qu'elle m'a fait et ce que je suis sur le point de lui faire en retour. Elle a construit toute sa vie secrète en partant du principe que j'étais trop stupide pour me rendre compte de ce qui se passait. Et je vais ressentir une certaine satisfaction sombre en lui montrant à quel point elle avait tort. Peut-être que certaines personnes liront ça et penseront que mon plan est cruel ou que je vais trop loin. Mais pour moi, c'est une réponse juste et proportionnée à ce qu'elle m'a fait. Elle est sur le point de découvrir que certains actes ont des conséquences très graves et très douloureuses. Je veux qu'elle perde tout. De la même manière que je sens avoir perdu la vie heureuse que je pensais avoir avec elle. Donc, il n'y a pas vraiment de question ici. Je ne cherche pas de conseils. C'est juste moi qui raconte mon histoire, qui consigne tout. Vous pouvez considérer cela comme le journal intime d'une démolition soigneusement planifiée. Si vous voulez commenter ou partager votre opinion, sentez-vous libre, mais je ne changerai pas mes plans. J'ai ressenti un besoin très fort d'écrire tout ça et de l'envoyer dans le monde, avant de passer aux étapes finales. Mise à jour 1. Cela fait 9 jours que j'ai écrit mon post original. Son anniversaire est demain. Tout s'est accéléré, et jusqu'à présent, tout se déroule exactement comme je l'avais prévu. Avant tout, je tiens à remercier toutes les personnes de cette communauté en ligne. Lire les commentaires et les messages privés, autant ceux qui m'ont soutenu que les quelques critiques, a été une forme étrange de réconfort pendant ces jours difficiles. Ça m'a aidé à me sentir moins seul dans tout ça. Beaucoup de gens m'ont demandé d'expliquer certaines choses plus clairement. Alors je vais essayer de le faire maintenant. Certains ont demandé si le dictaphone que j'ai caché dans sa voiture était légal. Mon avocat m'a expliqué que, dans notre État, il faut en général le consentement des deux parties pour qu'un enregistrement soit utilisable en justice. Donc ces enregistrements ne pourront peut-être pas être utilisés directement comme preuve au tribunal. Mais les informations que j'ai obtenues en les écoutant ont été extrêmement précieuses. Elles m'ont aidé à savoir précisément où chercher d'autres preuves légales. Par exemple, si je l'entendais mentionner le nom d'un hôtel ou une date spécifique, je pouvais rechercher des registres officiels ou des reçus numériques et ça, oui, c'est recevable en justice. Les enregistrements m'ont aussi permis de mesurer l'étendue de ces mensonges. Ils m'ont préparé émotionnellement à ce que j'allais affronter. D'autres m'ont demandé comment j'avais découvert qui était Troy, et comment j'avais trouvé sa femme. Daisy n'a pas été aussi prudente qu'elle le croyait. Dans un des appels enregistrés avec une amie, elle a mentionné le nom de famille de Troy et précisé qu'il était dentiste. Il ne m'a pas fallu longtemps pour chercher les dentistes de notre ville portant ce nom. J'ai trouvé son profil professionnel, avec photo. L'image correspondait à l'homme que j'avais vu sur les photos récupérées dans les fichiers supprimés de notre ordinateur. Cela m'a confirmé que c'était bien lui. Sa femme était identifiée sur certaines publications de ses réseaux sociaux, et son profil était en grande partie public. Quand on sait ce qu'on cherche, et qu'on a une bonne raison de le faire, il ne faut pas longtemps pour trouver. Maintenant, concernant l'argent, notre compte courant principal, notre épargne et une carte de crédit étaient conjoints, donc à nos deux noms. J'avais aussi une belle somme héritée de mes parents. Cet héritage était sur des comptes uniquement à mon nom,
mais au fil des années, elle y a eu un accès partiel pour certaines dépenses importantes pour la maison, comme des travaux, que nous avions décidés ensemble. La maison dans laquelle nous vivons était à l'origine à moi seul. Elle m'a été léguée par mes parents. Son nom a été ajouté au titre de propriété quelques années après notre mariage. Mon avocat m'a donné des instructions très claires sur comment gérer tout ça. Le gel des comptes a pour but principal d'empêcher qu'elle retire tout ou cache de l'argent avant que le divorce soit finalisé. La façon dont tout sera divisé à long terme sera décidée pendant la procédure de divorce. Mais mon avocat pense qu'elle sera en position très faible, à cause de l'adultère, et parce que j'ai des preuves qu'elle a utilisé l'argent du couple pour entretenir ses liaisons. Certains m'ont demandé pourquoi je vais aussi loin. Pourquoi ne pas simplement divorcer calmement et tourner la page? La réponse tient en une phrase qu'elle a dite à ses amis, trop bête pour se rendre compte. C'était une chose humiliante à entendre. Et même si c'était dit dans une conversation privée, pour moi, c'était comme si elle l'avait crié en public. Le manque de respect était immense. Un divorce silencieux aurait donné l'impression qu'elle s'en tirait sans aucune conséquence. Ce n'est pas seulement la fin d'un mariage. C'est une réponse directe à ce qu'elle pense vraiment de moi. Lire les commentaires et messages ici ne m'a pas fait changer d'avis. Au contraire, cela m'a encore plus convaincu que je fais ce qu'il faut. Beaucoup de gens ont partagé des histoires d'infidélité vécues. Un point commun revenait souvent, le regret de ne pas avoir été plus ferme ou d'avoir laissé l'autre s'en sortir sans rien. Mon état d'esprit n'a pas changé. Ce qu'elle a fait n'était pas une erreur isolée. C'était un comportement répété, pendant des années. Ma réponse doit donc être aussi soigneusement planifiée. Je ne ressens plus aucun amour pour elle. Tout ce que je ressens, c'est le besoin de mener ce plan à son terme. Phase 1, le gel financier. Cela a été fait il y a 2 jours, lundi matin. Exactement comme prévu, je suis allé à la banque. J'avais déjà rencontré à plusieurs reprises un directeur expérimenté, et mon avocat m'a accompagné à une de ces réunions, donc la banque savait que c'était sérieux. J'ai suivi toutes les étapes avec précaution. D'abord, j'ai retiré exactement 50% de tout l'argent des comptes conjoints, courants et épargne. J'ai placé cet argent sur de nouveaux comptes à mon seul nom. Ensuite, j'ai demandé à la banque de geler toutes les autres opérations sur les comptes conjoints, aucun dépôt ni retrait ne pourra être fait sans autorisation légale. Mon avocat avait déjà rédigé une lettre officielle expliquant la démarche. La banque a accepté sans problème. Cela mentionnait la rupture de notre mariage et mon inquiétude qu'elle puisse essayer de gaspiller ou de cacher notre argent commun. Après la banque, j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit. Toutes les cartes à nos 2 noms ont été gelées. La carte secondaire qu'elle utilisait sur mon compte principal a été immédiatement annulée. Cela signifie que tous les paiements automatiques liés à ses dépenses personnelles, comme le financement de sa voiture, son forfait mobile personnel, ou encore ses boîtes d'abonnement mensuelles qu'elle adorait, seront désormais refusés. J'ai pris soin de m'assurer que toutes les factures importantes de la maison, comme l'hypothèque, que je vais maintenant payer seul, et les factures d'électricité, d'eau, de gaz, soient transférées vers mes nouveaux comptes bancaires, uniquement à mon nom. Tout ce processus a duré plusieurs heures. Phase 2, informer l'autre partie lésée. Cette étape a été accomplie hier. Hier matin, j'ai envoyé un colis à l'épouse de Troyes. Appelons-la Marie. J'avais préparé une petite pochette bien organisée contenant toutes les informations la concernant. À l'intérieur, j'avais mis une vingtaine de photos nettes de Daisy et Troyes ensemble. Certaines venaient de voyages qu'ils avaient faits en duo. Sur plusieurs d'entre elles, les lieux et les dates étaient clairement visibles. D'autres photos étaient plus intimes, montrant de l'affection entre eux, mais rien de trop explicite, juste assez pour prouver sans doute possible qu'ils avaient une liaison. Le dossier comprenait également des copies de factures d'hôtel à leurs 2 noms, ainsi que quelques extraits de conversations entre Daisy et Troyes. Ces extraits provenaient des enregistrements audio, et parlaient de leurs sentiments, de leurs rendez-vous intimes et de la manière dont ils trompaient leurs conjoints. J'ai aussi inclus une lettre dactylographiée, courte et sans signature. Elle disait: Marie, vous méritez de connaître la vérité sur votre mari, Troyes, et la liaison de longue date qu'il entretient avec Daisy. J'ai utilisé le nom complet de Daisy. Les informations ci jointes sont là pour que vous puissiez les consulter. Ce que vous choisirez d'en faire vous appartient. J'ai envoyé le colis via un service de livraison avec accusé de réception. Il était adressé spécifiquement à Marie, à son domicile. J'ai reçu une notification hier après-midi confirmant que le colis avait été livré et signé.
En laissant ce paquet au comptoir de la poste, j'ai eu l'impression d'allumer un incendie, mais un incendie nécessaire. Phase 3, les papiers du divorce. Ils sont prêts et seront remis demain. Le jour de son anniversaire. Les papiers sont signés et organisés. Ils sont entre les mains d'un huissier de justice professionnel, quelqu'un dont le métier est de remettre officiellement des documents légaux. Mon avocat a été extrêmement rigoureux et minutieux dans la préparation de ces documents. Ils indiquent clairement que je demande le divorce pour cause d'adultère. Ils contiennent aussi un résumé de toutes les preuves que j'ai collectées, et précisent ce que je demande concernant la répartition des biens. L'huissier a reçu pour instruction de remettre les papiers à Daisy demain, en fin d'après-midi. Je sais qu'elle organise généralement un petit dîner avec ses amis le jour de son anniversaire. En fait, j'ai découvert dans sa boîte mail la réservation du restaurant pour cette année, elle laisse souvent ses emails ouverts sur l'ordinateur de la maison. J'ai transmis l'adresse du restaurant à l'huissier. Si elle modifie ses plans et ne s'y rend pas, il les remettra à notre domicile. Les premiers effets du gel des comptes bancaires n'ont pas tardé à se faire sentir. Daisy m'a appelé lundi après-midi. Sa voix était tendue et inquiète au début, puis elle a paniqué. Elle a dit que sa carte de crédit avait été refusée alors qu'elle tentait un achat. Ensuite, elle m'a dit qu'elle ne parvenait plus à se connecter à notre compte bancaire commun. J'ai gardé mes réponses brèves et calmes. Je lui ai dit que j'avais découvert de très graves problèmes dans notre mariage. Que, suivant les conseils juridiques, j'avais pris des mesures pour protéger nos biens financiers. Je lui ai dit que tout serait bientôt clair pour elle. Elle a commencé à exiger des explications et son ton est monté, elle est devenue agressive. J'ai simplement répété qu'elle aurait toutes les informations très bientôt, puis j'ai mis fin à l'appel. Après cela, elle m'a rappelé encore et encore. Je n'ai pas répondu. Puis elle a commencé à envoyer une avalanche de messages. Ils variaient, certains étaient confus, que se passe-t-il, d'autres pleins de colère, qu'est-ce que tu as fait? Tu essaies de me ruiner? Tu es fou, et certains suppliants, me demandant de la rappeler et de parler. Je n'ai répondu à aucun appel ni à aucun message. Son accès à l'argent qu'elle contrôlait auparavant a été totalement coupé, à moins qu'elle ait un compte secret que j'ignore. C'est possible, mais sa principale source d'argent est désormais tarie. Je n'ai encore rien entendu directement de la part de l'épouse de Troyes, Marie. Je ne m'attendais pas vraiment à avoir de nouvelles d'elle. Le colis d'informations avait pour but de lui donner la vérité, libre à elle d'en faire ce qu'elle voulait. Ces problèmes concernent Troyes. Mon principal objectif reste Daisy. La maison est devenue très silencieuse. Hier soir, elle est rentrée très tard. J'imagine qu'elle cherchait à comprendre ce qui se passait avec l'argent, ou peut-être qu'elle en discutait avec ses amis. J'ai changé les serrures de la porte de mon bureau. C'est là que je garde tous mes documents, mon ordinateur avec les preuves, et mes effets personnels. Demain marque l'étape finale de cette première phase de mon plan. Je ressens une sorte de satisfaction sombre, un objectif froid et clair. La femme qui riait avec ses amis de ma prétendue stupidité est sur le point de recevoir un électrochoc brutal, et le jour de son anniversaire. Mise à jour 2. Environ 4 semaines se sont écoulées depuis ma dernière mise à jour. Cela signifie qu'il s'est passé un peu plus de 5 semaines depuis ce que j'appelle désormais le jour J, l'anniversaire de Daisy, le jour où elle a été officiellement notifiée du divorce. Les grandes explosions de ce jour-là sont passées, mais ce qu'il reste maintenant, c'est un long processus, confus et toujours en cours, de tout démêler. D'après ce que j'ai entendu, l'anniversaire de Daisy a été un désastre total. L'huissier a fait son travail et a remis les papiers du divorce au restaurant où elle avait réservé un dîner avec ses amis pour fêter l'occasion. On m'a dit qu'elle venait tout juste de s'asseoir à table. Elle était probablement encore secouée et confuse à cause des problèmes d'argent des jours précédents, mais elle essayait de faire semblant que tout allait bien devant ses amis. C'est alors qu'un homme s'est approché de la table, lui a demandé si elle était bien Daisy en utilisant son nom complet et lui a remis l'enveloppe légale. Ses amis ont raconté les détails à des connaissances communes, qui bien sûr se sont empressés de tout répandre. Et ensuite? On m'a dit que Daisy a ouvert l'enveloppe, lu quelques lignes, et que son visage est devenu complètement pâle. Puis elle a commencé à hurler. Pas simplement pleurer, hurler vraiment. Elle a jeté les papiers par terre, a crié sur l'huissier en l'accusant d'avoir ruiné sa vie. Ensuite, elle s'est complètement effondrée, elle pleurait et criait de manière incontrôlable. Le gérant du restaurant a dû lui demander, ainsi qu'à ses amis, de payer l'addition et de quitter les lieux. Ses amis ont essayé de la calmer,
mais elles ont dit qu'elle était complètement hors de contrôle. L'une d'elles m'a même appelé et a laissé un long message furieux sur ma boîte vocale. Dans ce message, elle m'accusait d'être cruelle et sans cœur, et décrivait en détail l'effondrement émotionnel complet de Daisy. Les jours qui ont suivi son anniversaire ont été remplis de tentatives désespérées de la part de Daisy pour me contacter. Elle m'a appelé des dizaines de fois chaque jour, d'abord depuis son propre numéro, puis en utilisant des numéros masqués ou inconnus, et même les téléphones portables de ses amis. J'ai aussi reçu d'innombrables emails, messages textes et vocaux. Le ton de ces messages changeait constamment. Parfois, elle était furieuse, lançant des menaces en disant qu'elle me ferait payer pour ça. D'autres fois, elle pleurait et demandait pardon, suppliant que nous parlions. Elle disait qu'elle avait commis une erreur terrible, qu'elle m'aimait encore, que 3 ne représentait rien, et que j'avais mal interprété ce qu'elle avait dit pendant cet appel avec ses amis que j'avais entendu. Ça sonnait comme les excuses typiques de quelqu'un qui a été pris la main dans le sac. Je n'ai répondu directement à aucun de ces messages. J'ai informé mon avocat que tout contact avec elle devait passer par lui. Sa situation financière semble s'être détériorée très rapidement. En vérité, elle n'avait presque aucune épargne personnelle. Pendant des années, elle a dépensé librement l'argent de notre compte commun, achetant ce qu'elle voulait. Ses amies, celles qui ont toujours encouragé son style de vie coûteux et ses sorties, semblaient désormais lui apporter peu de soutien réel. Elles ont sans doute montré un peu de compassion, mais presque aucune aide concrète une fois qu'elles ont compris que l'argent était parti. Elle n'a pas pu payer la mensualité de sa voiture, un modèle récent dont elle était très fière, et le véhicule a été repris par la société de financement il y a quelques jours. Elle a aussi dû quitter notre maison il y a environ 2 semaines. Mon avocat a accéléré un accord légal initial qui exigeait son départ, surtout en tenant compte de son comportement et de son absence totale de ressources pour contester rapidement. La maison est désormais sous ma seule responsabilité, et j'ai bien l'intention de la garder. D'après ce que j'ai entendu, elle vit temporairement chez une amie, mais c'est une solution de fortune, et cette amie commence déjà à être fatiguée de la situation. Après environ une semaine à ignorer complètement tous ses appels et messages, et une fois qu'elle a commencé à réaliser la gravité de ce qui se passait, lettres officielles de mon avocat, plus d'argent, plus d'accès à la maison, elle a fait quelque chose de plus extrême. Elle s'est présentée à mon lieu de travail. Elle est entrée dans le hall principal et a commencé à faire une scène. Elle criait mon nom, exigeait de me voir, disait que je lui avais volé sa vie et que je l'avais détruite. Les agents de sécurité ont dû l'escorter hors du bâtiment. Mes collègues qui ont assisté à la scène étaient visiblement choqués. Puis, il y a environ 2 semaines, quelque chose d'encore plus grave est arrivé. Une de ses amies les plus proches m'a appelé. Elle était paniquée. Elle m'a dit que Daisy buvait énormément depuis plusieurs jours. Lors d'un appel émotionnel et désespéré avec cette amie, Daisy aurait parlé de mettre fin à ses jours. Après cela, elle aurait tenté de s'automutiler de manière superficielle. Son amie a immédiatement appelé les services d'urgence. Daisy a été emmenée à l'hôpital. Ils ont traité la blessure superficielle et l'ont placée sous observation psychiatrique. Les médecins ont déterminé que ce n'était pas une blessure mettant sa vie en danger, mais il était évident qu'elle s'effondrait complètement et qu'elle était incapable de faire face à la situation. J'ai immédiatement informé mon avocat dès que j'ai appris ce qui s'était passé. Je n'ai ressenti aucune réaction émotionnelle en apprenant cette nouvelle concernant Daisy. Ma seule action a été de demander à mon avocat d'obtenir tous les rapports officiels et d'enregistrer l'incident comme élément du dossier de divorce en cours. Cela met clairement en évidence son instabilité émotionnelle actuelle. Elle a été libérée de l'hôpital après 72 heures. Ses amis ont été informés qu'elle devait la surveiller de près et retirer tout objet qu'elle pourrait utiliser pour se faire du mal, ce qui, sans surprise, a mis encore plus de pression sur elle. La vie de Troy, son partenaire dans cette affaire, s'est elle aussi complètement effondrée. Sa femme, Marie, ne s'est pas tue après avoir reçu le dossier contenant toutes les preuves. J'ai entendu parler de la suite via les ragots locaux, c'est une ville relativement petite, et les dentistes, comme bien d'autres professionnels, semblent entretenir un réseau de rumeurs très actif. On m'a raconté que Marie a confronté Troy le jour même où elle a reçu le paquet. Face aux preuves irréfutables contenues dans le dossier, il aurait tout avoué. Elle l'a immédiatement mis à la porte du domicile familial et a déjà entamé une procédure de divorce. D'après ce qu'on dit, il est complètement anéanti. Non pas à cause de la perte de Daisy, mais parce qu'il a perdu sa vie confortable, sa maison et, très probablement, sa réputation. Daisy, apparemment,
a essayé de le contacter, peut-être à la recherche de soutien, ou même pour former une sorte d'alliance. Mais 3 rejette maintenant toute la faute sur elle. Il dit que c'est elle qui a été négligente et les a fait tous les deux attraper. Et voilà comment se termine la fameuse « connexion spéciale » et le « véritable amour » auquel elle croyait tant. Leur liaison est maintenant connue dans les cercles sociaux, et aucun des deux n'est vu d'un bon œil. La bataille juridique pour le divorce ne fait que commencer, mais mon avocat reste extrêmement confiant. Les preuves de son infidélité sont irréfutables. De plus, l'utilisation abusive de notre argent commun pour financer des sorties et des voyages avec son amant est bien documentée dans les relevés financiers que j'ai rassemblés. L'avocat de Daisy tente de faire valoir qu'elle a droit à une pension alimentaire et à une part importante de la valeur de la maison. Mais le mien combat vigoureusement ces revendications. L'incident psychiatrique récent de Daisy et ses accès de colère en public, comme celui qu'elle a eu à mon travail, ne joue pas du tout en sa faveur, surtout si son avocat cherche à la présenter comme une victime stable ou injustement traitée. Daisy est méconnaissable. La semaine dernière, je l'ai aperçue par hasard. J'étais dans le supermarché local. En me dirigeant vers ma voiture, je l'ai vue de l'autre côté du parking, en train de se disputer bruyamment et de manière agressive avec une amie. Elle ne m'a pas vu. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti. La différence entre cette femme-là et la version confiante, arrogante, maquillée, qui riait de ma prétendue stupidité lors de ce fameux appel vidéo avec ses amis, était frappante. Elle subit aujourd'hui les conséquences directes de ses choix. Elle a perdu son mari, sa maison confortable, sa sécurité financière, sa réputation sociale et même son amant l'a abandonnée. Ma vie, de mon côté, est devenue une succession de réunions avec des avocats et une montagne de paperasse sans fin. Mais, sous tout ce stress, il y a une satisfaction silencieuse. Une satisfaction froide. C'est le sentiment d'avoir tenu bon face à sa trahison. De ne pas avoir accepté son mépris et sa cruauté sans réagir. Je poursuis ce divorce avec l'esprit clair. Mon objectif principal, depuis le début, a toujours été de lui faire comprendre sans aucune ambiguïté que ses actes auraient des conséquences graves. Je voulais qu'elle sache qu'on ne peut pas traiter un autre être humain avec un tel manque de respect et s'en sortir sans conséquences. Je suis profondément convaincu que ce message lui est parvenu, fort et clair. Cet homme dont elle se moquait, qu'elle traitait de trop idiot pour se rendre compte de quoi que ce soit, a pris soin de lui prouver, avec des actions discrètes et froidement calculées, qu'il n'oublie pas facilement une trahison. Et qu'elle s'en souviendra pendant très, très longtemps. Commentaire Monsieur Reddit. Qu'en pensez-vous? Cette histoire nous montre à quel point nos choix peuvent nous suivre longtemps. La trahison, même faite dans l'euphorie d'un moment, peut avoir des conséquences irréversibles. Et vous, pensez-vous que le protagoniste a bien réagi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place. J'ai hâte de lire vos avis. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine!